Et là, on retourne loin, loin dans ma mémoire. C'est... Maman nous habillait très chaudement. Puis on partait dans des petites... c'est comme des petits traîneaux. Il y a beaucoup de beaux souvenirs en motoneige parce que souvent, ça a été des expériences en famille. On s'amuse, on part en randonnée. L'heure de vérité approche pour la division des produits récréatifs de Bombardier et mise en vente en juin. D'ici quelques semaines, la compagnie doit décider à qui elle vend cette division qui est à l'origine de l'entreprise. 6 acheteurs... C'était comme si c'était... c'est comme si c'était impossible que Bombardier vende ce qu'il avait mis au monde. J'ai eu vraiment un coup. Là, je voulais aller rencontrer les gens qui ont connu mon grand-père et mon oncle Laurent, qui ont vécu les débuts de la compagnie, qui ont grandi avec ça, qu'est-ce qui s'est passé, et de continuer après. Dire, je peux pas juste m'arrêter là, c'est quoi toute cette histoire? Parce que Bombardier, c'est pas juste le début avec grand-papa, c'est jusqu'à aujourd'hui. L'hiver, on avait de la neige, puis on avait du vent. Assez qu'on était à presque des semaines sans sortir. Beaucoup de grosses tempêtes, les chevaux, la slé, pas de chemin. Quand j'étais petite, j'avais comme l'impression que, étant la petite fille d'un inventeur, que moi aussi, j'avais hérité des gènes d'inventeur et j'étais supposée d'inventer quelque chose. Puis, à l'âge de 14-15 ans, je me sentais très découragée parce que je réalisais que je l'avais pas en moi. Puis pourtant, mon grand-père, à l'âge de 15 ans, il avait réalisé son premier véhicule. Il travaillait pas beaucoup sur la terre, ce qui faisait pas l'affaire de son père beaucoup. C'était la mécanique, puis il jouait dans les engins de son père. C'était ça qui l'intéressait. Puis là, grand-père commençait à en avoir assez, là. Quand il venait prendre sa voiture, des fois, il n'était pas prêt à partir. Alors, il en a acheté une qui ne marchait pas. Puis il dit, fais ce que tu veux avec. Le véhicule, le bobsleigh, qui est fait avec un engin et une fan en arrière, là, ça a été fait avec ça. Et il l'a fait marcher. Au début, papa avait un garage. Durant l'été, il faisait réparation des véhicules. Par contre, l'hiver, c'était tranquille. Quand la neige prenait, il n'y avait pas d'ouvrage. Fait que l'hiver, il s'amusait à faire patenter des autoneiges avec des chenilles qu'il achetait, puis il transformait un véhicule automobile. Armand prenait un papier, là, puis il se faisait un petit dessin, là, puis il allait porter ça au forgeron, tu vas me faire ça comme ci, comme ça. Puis le forgeron mettait ça sur le charbon, et puis avec son enclume, son marteau, il forgeait la pièce, puis il allait porter ça au garage, puis il faisait un assemblage avec ça. À un moment donné, on a vu ces machines-là se promener dans le village ou en campagne. C'était tout un événement, là. Quand le cheval voyait venir ça, il faisait un saut, puis on était dans le champ. On virait à l'envers. C'était pas grave, mais on a culbuté quelquefois avec ça. Les seuls véhicules qui étaient disponibles à l'époque, c'était des autos. Les autos n'avaient pas été conçues pour aller sur la neige, alors elles étaient très lourdes. Comme le poids était le premier problème, grand-papa a eu l'idée de faire des petits véhicules au départ. Il en a fait avec des hélices. Il a fait même un moteur 2 cylindres. C'était bien léger pour passer sur la neige. Mais c'était pas pratique, les patins réchauffaient. Puis quand il arrêtait, ça collait à terre, ça, puis ça voulait partir. Un des points que je crois qui l'a influencé beaucoup dans sa vie, c'est parce qu'il y avait deux fils plus âgés, lorsqu'il y a un de ses fils qui est décédé.
Yvon, il avait 2 ans et demi. Il arrive cette maladie, c'était l'appendicite, mais il ne pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'il y avait une tempête de neige. Et puis, il est mort à la maison. Puis ça s'oublie pas, une peine comme ça. Ils ne pouvaient pas l'emmener dans un grand centre où il y avait des hôpitaux. Ça fait que M. Bombardier, il dit, on ne peut pas rester, il dit, comme ça. Il va falloir fabriquer un véhicule pour voyager sur la neige, pour pouvoir sortir du village. Il y a vraiment eu un sentiment d'urgence. Il s'est dit, on va retourner à qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Puis il est revenu au gros moteur, puis là, il a dit, on va essayer de travailler avec le véhicule, mais comment qu'on va s'y prendre? Et c'est à ce moment-là qu'il a eu la très bonne idée de mettre le moteur à l'arrière pour pouvoir avoir une meilleure traction. Et puis, il a imaginé un sprocket, là. C'est une pièce de métal recouverte de caoutchouc, de façon à ce que ça puisse avoir une traction solide, efficace, là. Tant qu'il n'a pas trouvé le sprocket qui faisait tourner la chenille, il ne pouvait pas avancer. La jonction de ces idées-là lui ont permis de développer ce qu'on a appelé une autoneige. En fait, c'est pas le premier nom qu'il lui a donné. Il lui a donné auto-chenille pour la neige, et puis ça a été son premier brevet en 1937. C'est donc vous, M. Bombardier, l'inventeur, le créateur de l'autoneige, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oui. Mais vous aviez certainement un talent d'inventeur né, n'est-ce pas, pour arriver à créer. Je ne crois pas. Seulement la nécessité est mère de l'invention. Alors, je me suis mis à la tâche, croyant que c'était une affaire de rien. Mais après coup, ça m'a pris 12 ans à développer l'autoneige pour le mettre de façon à ce qu'il soit vendable et puis pratique. De découvrir que pour mon grand-père, ça lui a pris 12 ans de recherche. Le mot persévérance, pour moi, a pris un sens complètement différent. Ça s'est appelé l'IB7 pour commencer. On ne pouvait pas sortir, nous autres, pour aller ailleurs. Là. Toutes les routes étaient fermées. Puis dans toutes ces municipalités-là, c'était la même chose. Fait que quand c'est sorti, c'était la première chose qu'ils ont voulu avoir. Là. Fait que il y avait une grosse demande pour ça. Là, en 1937, il a fermé le garage pour faire seulement de l'autoneige. La première production, c'est chiffré à 3 unités pour le premier hiver. Pour le premier hiver, la raison principale, il manque d'argent pour lancer plus. Et puis, je crois que c'était sage aussi, même si j'avais eu l'argent, il était sage de commencer lentement, parce que c'était tout un problème. Lorsque la demande est venue un peu plus grande pour fabriquer des autoneiges, mais là, il avait besoin d'aide. Alors, il a pris ses frères, il a pris ses oncles, il a pris la parenté, si vous voulez. Ça a fait en sorte que Bombardier, c'était une affaire de famille, et c'était une affaire où tout le monde avait à cœur à ce que ça réussisse, parce que tout le monde dépendait de cette usine-là. Souvent, un inventeur va inventer le produit, mais il n'est pas très bon pour le commercialiser, tandis que M. Bombardier, c'était tout le contraire. Et mon père était non seulement un inventeur, mais un entrepreneur. Il ne se contentait pas quand il avait fini une chose. Il se disait, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Il a sorti le B12, ça qui était encore beaucoup plus pratique, avec une meilleure traction que le B7. Tout ce qui est le nord du Québec, là, à partir de la ville de Québec, dans le nord, nommez le village que vous voulez, il y en avait. Il y en a eu partout. Puis dès qu'il y avait de la neige, il y avait des B12, il y avait des véhicules comme ça. Je devais avoir 12 ans et c'était la première fois que je rentrais dans un B12. Puis pour moi, c'était fascinant. C'est un véhicule énorme et ça flotte vraiment sur la neige. Et quand tu sors du véhicule, c'est là que moi je trouve la magie se passe. C'est que d'un coup, tu renfonces dans la neige. Même moi, je suis pas grosse, je renfonce dans la neige puis je me dis, ah, ça se peut pas, attends une minute. On était tous dans ce véhicule-là. C'est énorme et c'est moins pesant au sol
que moi je suis. Une chose est sûre, 46, 47, 48, les choses vont bien. Joseph Amand a le vent dans les voiles et au moment où tout va bien, un obstacle majeur arrive. Il y a eu 1 ou 2 hivers qui y a eu de la pluie. Ça, on se rapporte dans les années 49. Et à la même époque aussi, le gouvernement Duplessis avait décidé que maintenant, il était nécessaire d'ouvrir les routes dans les campagnes, les grandes routes principales. Alors, ça avait coupé une grosse partie de son marché, ça, cette décision-là. Ça a été des années dures à porter parce qu'on a resté avec un surplus de véhicules. Parce qu'on en vendait 1000 par année. C'était une grosse production. Il y avait une pression énorme sur lui là, à trouver une solution parce que les gens, tout le monde de Valcourt presque travaillait chez lui. Il était responsable de toutes ces familles-là. On sentait dans la famille la tension parce que tout ce qu'il avait bâti était peut-être mis en jeu. Celle-là, c'était plus dur parce que c'est tout Joseph Armand, c'est tout son travail, c'est tout ce qu'il était. Il faut recommencer, mais où et à faire quoi? M. Bombardier, c'était un travailleur acharné, mais c'est pas le gars pour laisser tomber, baisser les bras. Si ça marchait pas, on laissait ça de côté pour partir dans une autre direction. Il fallait qu'il trouve une solution, un autre véhicule, il fallait qu'il l'invente. C'est comme ça qu'il s'est développé, à inventer des nouveaux produits. À l'époque, le transport du bois dans la forêt se faisait à même les chevaux. Pourtant, il a commencé à penser quel autre genre de véhicule il pourrait développer pour aider ces gens-là qui étaient dans la forêt. Ce type-là, il dominait la mécanique d'une façon pas normale. Moi, ce qui me fascinait chez grand-papa, qui me fascine encore, c'est que non seulement il a inventé des véhicules, mais il a inventé les machines-outils pour les faire, les véhicules. C'est facile de penser, je vais faire telle affaire. Mais si j'ai pas les capacités pour me fabriquer des outils pour confectionner un véhicule, à ce moment-là, ton idée est finie. Il avait demandé à B.F. Goodrich de faire une chenille sans fin. On lui disait que c'était pas possible. Bon, puis lui avait décidé que pas possible, c'était impossible que ce soit pas possible. Lui, arrêtait pas de penser et finalement, il a réussi à développer un outil qui lui permettait de faire une chenille sans fin. De l'invention de la chenille sans fin et du barbotin tout caoutchouc, incassable et indéformable. Ça lui a permis d'être vraiment affranchi des saisons, affranchi des terrains, que ce soit en neige, en sable, en mosquée, qui veut dire marécage en amérindien, que ce soit en eau même. Vous avez donc un bel avenir devant vous, n'est-ce pas, monsieur? Bien, on vit dans l'espérance, et puis l'espérance nous mène loin. Dès son bas âge, il voulait construire un petit véhicule pour circuler sur la neige. Je me souviens, on était allé chez un de ses amis qui a un moulin-scie à Lawrenceville. Il avait commandé 2 pièces de bois. On était monté en haut dans son atelier. Puis là, moi, il m'avait dit, ben tiens les pièces de bois. Moi, je tenais les pièces de bois là, à terre, debout comme ça. Il disait plus large, moins large, plus large, moins large. Là, ça a du bon sens. Mais là, je peux vous dire que ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il faisait sa motoneige, son skidoo. C'est ça qu'il faisait. Et lorsque je suis revenu du collège, je crois que c'était peut-être à Toussaint, peut-être que j'étais arrivé à Noël, sa motoneige skidoo en bois était toute faite. J'avais participé à ça, si vous voulez, d'une certaine façon, sans savoir ce que c'était. Mais lui, dans sa tête, il l'avait vu. Je me souviens, on l'appelait la boîte à beurre. Il nous assoyait en arrière. Il n'y avait pas de siège. On se mettait à genoux. Puis il nous amenait prendre des promenades pour voir si on aimait ça. Puis lui, il faisait toujours ses expériences. Aujourd'hui, je pense à ça, puis j'aurais jamais pensé que j'aurais vu naître ça à partir de peu de choses. Il y avait un prototype qui existait à ce moment-là. C'était relativement rudimentaire.
Je pense que mon beau-père avait plus de vision que ça pourrait devenir, que je pouvais en avoir à ce moment-là. Mais du moment que les premiers modèles ont sorti en 59, on a pu commencer à voir là, que réellement, il y avait du plaisir, il y avait quelque chose autre que du transport là, sur neige. Il y avait un plaisir à faire de la motoneige. On partait tous avec nos petits coffres d'outils, au cas qu'il nous arriverait un petit trouble, puis tout ça. Mais mon Dieu, nos petites pipes-là, on était rendus, nous autres, les femmes, qu'on savait comment faire pour défaire ça, puis en remettre une parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était noyé ou quelque chose. Là. On apprenait vite. Il fallait apprendre vite avec lui, tout allait vite. Il y a eu un engouement immédiat. Pour la motoneige, il y a eu un engouement immédiat. Je suis certaine que c'est arrivé pile dans le bon temps avec la Société des loisirs. Quand j'ai fini l'université, mon intention était réellement de développer mon bureau de comptable. J'ai ouvert mon bureau de comptable à Québec et je m'étais associé, au moins au point de vue nom, avec un autre de mes confrères qui avait fini en même temps que moi, qu'on appelait Baudouin-Blais, parce qu'un nom composé, ça avait l'air plus important à ce moment-là. Et c'est de même que j'ai parti mon bureau de comptable à Québec. J'allais assez régulièrement à Valcourt, passer fin de semaine, on testait les skidoo et on faisait des randonnées, on discutait de choses et d'autres. Le beau-père a pris confiance un peu à son gendre et qui pensait que son gendre était plus playboy que réellement une personne en affaires. C'est là qu'il m'a dit, écoute, toi à Québec, là, tu sembles jouir de la vie, mais j'aimerais bien que tu viennes à Valcourt comme comptable. Ben, j'ai dit, écoutez, à une condition, je vais garder un pied à terre dans mon bureau à Québec, en cas que ça ne marche pas. Et on pourra voir après un certain temps si réellement je demeure à Valcourt d'une façon permanente ou non. Et c'est cette façon-là que je suis arrivé à Valcourt le 1er mai 1963. Mon titre était plutôt contrôleur, en fait, un homme un peu à tout faire. J'étais plutôt l'assistant de M. Bombardier. Quand je suis arrivé à Valcourt, il m'a dit « Prends mon bureau ». Là, il y avait un grand bureau à l'usine d'assemblage. J'ai dit « Moi, mon bureau est dans le centre de recherche en bas ». Pour le jeune homme qui arrivait ici, qui avait 25 ans, passer devant tous les employés, parce qu'il fallait passer au travers du bureau pour aller à son bureau, c'était un peu impressionnant. Puis les gens se demandaient « C'est qui ce jeune-là qui vient ici prendre la place de M. Bombardier dans son bureau. » Et après un certain temps, j'ai commencé à prendre des décisions et mon beau-père était surpris que je prenais des décisions parce qu'il était habitué de contrôler tout. Mais il a dit, écoutez, je suis rentré ici pour vous aider. J'espère que je peux prendre certaines décisions. Mais rapidement, quelques mois après, 3 mois après, à peu près, au mois de septembre, on a découvert que mon beau-père avait le cancer. À cette période-là, le papa nous a expliqué que si on voulait réussir, qu'il fallait pas disperser nos efforts. De s'aimer, d'essayer de se comprendre, que c'était important qu'on reste ensemble. Je me souviens, une chose qui m'a bien marquée, c'est à sa mort, il nous a dit « Votre mère, elle est très intelligente et elle réfléchit très bien. Prenez le temps de l'écouter. Demandez-lui ce qu'elle pense des choses que vous avez à décider parce qu'elle va bien vous conseiller. » Elle a un très bon jugement, puis vous pouvez vous fier à elle. Puis là, je peux te dire que pour moi, mon père il prenait les conseils de maman. Tu sais, on ne savait pas ça qu'il se parlait comme ça. Comme M. Bombardier m'a dit sur son lit de mort, puis je pense que c'était une bonne... c'était réellement... pour moi, d'entendre ça de lui, il m'a dit, écoute, il dit, je pense finalement on aurait fait une bonne équipe ensemble. D'abord, je pense que pour moi, c'était réellement... il n'aurait pas pu me faire un plus beau cadeau. Grand-papa est décédé le 18 février 1964 à l'âge de 56 ans.
Il y a eu une certaine inquiétude de savoir qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que ça devient Bombardier, là. Quand mon père est mort, c'est mon frère Germain qui a pris la place comme président. Il était inventeur, Germain, comme papa. Et puis, alors, c'est lui qui connaissait le plus à ce moment-là comment fonctionnait la compagnie. Je te dirais que, en cas de papa, c'était un créateur. Donc, il y a plusieurs brevets, si on regarde au musée. On dit qu'une pomme tombe jamais loin de l'arbre. Alors, Germain est certainement comme son père, mais devenir du jour au lendemain comme ça, un homme d'affaires dans une compagnie prospère et qui ne demande qu'à grossir et qu'à aller plus vite, ça devait être un peu je dirais épeurant. C'était pas nécessairement dans sa personnalité. Il y avait une croissance phénoménale à ce moment-là. Prendre la pression, c'était pas dans lui. C'était un être très sensible. Hein. Je pense qu'il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un genre de burn-out. On est en 66, je pense, quand oncle Germain décide de quitter. Et ils ont 20 ans. Alors, celui qui est le plus connaissant dans le monde des affaires, c'est Laurent Baudouin. Donc, il a été nommé président après oncle Germain. Les inventions de base qui ont fait que Bombardier a pu évoluer après étaient sur place. Et pour nous autres, c'était plutôt comment le développer, comment le gérer au point de vue financier, au point de vue marché. On est obligé de développer notre réseau de distribution, le réseau de vente. Il a fallu mettre une structure en recherche. On a amené de l'innovation, mais pas de la même façon que M. Bombardier, parce qu'il était un peu unique dans son genre. M. Bombardier, c'était le département de recherche. On était les premiers dans l'industrie et on a toujours essayé de garder cette longueur d'avance-là. Quand un marché devient intéressant comme ça, bien, beaucoup de gens se garagent dedans. Excuse l'expression, mais c'est un peu ça. Alors, c'est là qu'est arrivé Polaris, Arctic Cat, même Yamaha, Kawasaki et une foule de petits manufacturiers. Donc, il fallait compétitionner. Tout le monde nous appelait des gens avec le sang jaune. C'était ça, l'esprit d'équipe qu'on avait, la fierté d'appartenance. C'est ce qui donne de la vie. Un skidoo, c'est ce qui donne de la joie. De 64 à 72, c'était la folie furieuse. Tu n'allais jamais assez vite pour... Alors, il fallait t'emprunter. Tout ce que tu faisais, tu le remettais dans la compagnie, t'empruntais, puis tu recommençais, puis t'espérais qu'il y ait de la neige. La production doublait pratiquement tous les ans et c'était pas suffisant. Tout le monde criait après nous autres, vite, 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 encore, fabriquez-en plus. Et ça créait une grosse pression sur la fabrication, avec le cours. Certains fournisseurs, à un moment donné, de réinvestir leur profit dans leur usine, à un moment donné, étaient essoufflés. Et c'est là qu'on est obligé de... soit les acquérir à 25, à 50 ou à 100 %. On a eu beaucoup d'intégration verticale de façon à nous permettre d'être capable de doubler nos ventes à tous les années puis d'être capable de s'assurer qu'on avait la fourniture nécessaire pour le faire. Quand j'étais plus jeune, Bombardier produisait toutes sortes de véhicules, comme des bateaux à voile Invitation, des canots, la motocyclette Can-Am et la motomarine Sea-Doo. C'est avec ce véhicule-là qu'on avait décidé d'entreprendre un voyage, partir de la marina de l'Expo et se rendre à New York. Là, on était tous habillés en jaune, on avait une calotte jaune, on avait des vêtements jaunes pour la pluie. On était voyants. Finalement, un bon jour, Laurent m'a dit, tu vas étudier la possibilité de devenir compagnie publique et de mettre des actions sur le marché. Et on a été inscrit en bourse le 13 mai 1969, qui est le jour de la fête de Laurent Baudouin. Dans le début des années 70, le marché se maintenait quand même aux environs de 400 à 500 000 véhicules par année. Mais ce qui est arrivé qui a changé totalement l'équation, ça a été la crise d'énergie de 1973. À ce moment-là, le marché de la motoneige a changé drastiquement de partir de 500 000 par année à tomber à 170 000. Ça a été une période très, très, très tragique pour nous, pour l'industrie de la motoneige, mais pour Bombardier en particulier.
Du jour au lendemain, il fallait pratiquement diminuer nos effectifs de la moitié. C'était la même histoire que papa avait vécue lors des ouvertures des chemins puis 3 années sans neige. On disait, notre père l'a déjà fait, un cas de le faire aussi, alors on continuait. Cette année-là, on a perdu 6 millions quelques. Alors, c'est la première fois qu'on perdait de l'argent, puis c'était inquiétant. Et là, on s'est remis en question. Moi-même, en tout cas, je me suis re-questionné bien des fois en me disant, si j'ai réussi, c'est peut-être juste à cause de le sport de la motoneige, l'évolution du sport, etc. Est-ce que réellement j'avais les qualités de diriger l'entreprise ou non? Et parce que quand tout réussit, puis à un moment donné, tout est remis en question, tu te poses bien des questions. Mon mari m'avait dit, il dit, tu sais, c'était pas de la responsabilité qu'on a envers le village de Valcourt. Tout le monde à Valcourt travaillait. Et de la famille, il dit, je laisserai tomber puis je ferai d'autres choses. Mais il dit, j'ai une responsabilité puis je vais l'assumer. Notre problème, c'était de dire, oui, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a toute cette infrastructure, on a tous ces employés, on a développé ces techniques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce monde-là? Et un bon jour, Laurent Baudouin a rencontré le maire Drapeau. Puis, en causant, M. Drapeau lui dit, pourquoi vous ne soumissionnez pas sur le métro de Montréal? Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'avais été approché par le maire Drapeau de Montréal pour dire, écoute, nous autres, on serait bien intéressés que Bombardier soumissionne sur les métros de Montréal. Au début, j'étais plus ou moins intéressé. Mais pour raconter comment c'est arrivé, faudrait que je recule un peu dans l'histoire. C'est que en 1969, on avait fait l'acquisition de Rotax, qui était notre fabricant de moteurs. Avec l'acquisition qu'on a faite, il a fallu acquérir la compagnie mère qui était à Vienne, qui fabriquait des tramways. Et pour nous, ce n'était pas l'intention du tout d'acquérir la compagnie mère, mais à cause des problèmes de taxation en Autriche, etc., je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen. On a acheté avec une entente le fait qu'on leur revendra les actifs de la compagnie mère 1 an après, et finalement, au bout d'1 an, ils ne l'ont jamais racheté. C'est qu'on a resté avec tout ça, Rotax et la compagnie Lonarvaquet. L'avantage que ça nous a donné, c'est que, étant donné qu'on avait cette fabrication-là à Vienne, on s'est dit, coudonc, c'est vrai, c'est contre-cycle au point de vue énergétique. En plus du point de vue des connaissances de nos employés, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Et une autre chose qui nous avantageait, c'est que Vickers, qui était le premier fabricant du métro de Montréal, avait eu une licence des Français pour la technologie pour 10 ans. Et Vickers avait décidé de ne pas renouveler leur licence. Et les Français nous avaient approchés pour dire, écoutez, si vous êtes intéressés d'acheter la licence, on serait intéressé de vous la vendre. Mettant tout ça ensemble, on a dit, écoutez, ça serait peut-être un domaine qu'on devrait peut-être approfondir. Il est arrivé au conseil d'administration avec ça. On en a discuté sur le long et sur le large, puis finalement, on a décidé d'y aller. Suite à ça, comme de fait, Laurent a dit, écoute, est-ce qu'on pourrait soumissionner? J'ai dit, OK, je vais soumissionner, en autant que je peux avoir une équipe. Et on a travaillé 2 mois, jour et nuit. C'est un paquet de circonstances qui nous ont amenés là. Comme le monde dit, vous aviez une grande stratégie, mais la stratégie se développe aussi, je pense, elle s'est développée en mettant ensemble différents événements qui sont arrivés en même temps. Après avoir eu le contrat du métro de Montréal, là, on venait de rentrer dans un domaine nouveau. Et je me disais, on ne peut pas gérer le transport en commun de la même façon qu'on gère la motoneige. À ce moment-là, j'avais décidé de mettre un siège social à Montréal. Qui pourrait regarder Bombardier dans son ensemble? Pour moi, quand je suis parti de Valcourt, ça a eu une période d'ajustement assez forte. Alors que je t'apportais à appeler au téléphone pour savoir comment est-ce qu'il sortait de véhicules par jour, puis qu'est-ce qui arrivait, etc., etc. Ça m'a pris un certain temps de me distancer. Dans mes recherches, j'ai découvert une émission qui s'appelait La Réussite, où mon oncle Laurent était invité. La réussite, pour vous, ça serait quoi? Disons que la réussite, je pense que c'est pas une chose que je donnerais un terme. Oui. C'est plutôt une carrière complète. Disons que moi, à l'âge de 40 ans, c'est pas une chose que je me sens avoir acquise. Vous êtes quand même président de 5 compagnies. Je pense que vous êtes membre du conseil d'administration de quelques 9 compagnies, banques et autres.
c'est pas suffisant? Je trouve que c'est une chose qui est en évolution constante. À un moment donné, on pense qu'on l'a, mais quelques temps après, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas du tout. Et c'est une chose où je ne me sens pas réellement à l'aise. Une phrase que j'aime beaucoup dans ça, c'est qu'il dit que la réussite, c'est toute une vie de travail. Pour mon oncle Laurent, ça continue. C'est toujours en mouvement. Le métro de New York est l'un des plus vieux du monde, et ça se voit. Le métro est sale, bruyant et même dangereux. Mais tout cela doit changer bientôt, car ces wagons seront remplacés par des nouveaux. Mais pour opérer ce grand facelift, on doit faire appel à des firmes étrangères, dont Bombardier. Tout le monde voulait ce maudit contrat-là, qui était au-delà d'1 milliard. Laurent a pris ce contrat-là à cœur, puis il avait décidé que Bombardier l'aurait. Après des mois de travail acharné pour produire la soumission, l'échéance arrive enfin et la soumission doit être livrée à 1 heure. Et la réponse doit arriver à 5 heures. Et vers 6h moins quart, Ravitch, il nous appelle puis il me dit « Écoute, j'aimerais que tu viennes nous voir. Je serais intéressé à vous retenir, mais j'ai des conditions. » Avec notre bid, il fallait donner une lettre de garantie. Pour la soumission, il nous demandait 300 millions. Et moi, la lettre de garantie, j'étais prêt à leur offrir 100 millions. Il dit, écoutez, je ne peux pas vous en offrir plus, je ne peux pas en trouver plus que 100 millions. Il dit, 300 millions, je ne peux pas le trouver. Et Laurent Baudouin et lui sont repartis pour une ronde de négociations qui a duré toute la soirée. Négociations intensives qui se scellent par une entente. On s'est donné la main, puis on dit, on a le contrat. Il dit, demain matin, demain midi, on va faire une annonce officielle. À 8 heures du matin, le téléphone sonne à l'hôtel de Laurent Baudouin. C'est M. Ravitch qui dit « Petit pépin. » Il dit « Si t'as pas ton 300 millions, il dit « Je peux pas procéder. » Il dit « Écoute, on va être obligé de canceller la conférence de presse. » Ben, il dit « Écoute, dis-moi, là, je peux pas décrocher ça dans les arbres, là, un autre 200 millions. » Mais il dit « J'ai besoin d'une réponse à 11 heures. » On travaillait avec notre agence gouvernementale, Export Development Corporation, à Ottawa, qu'eux autres finançaient une partie du contrat de New York, parce que ça prenait un financement étranger pour vendre des trains à New York. Là, j'appelle la personne qui était responsable à Ottawa, Sylvain Cloutier, puis je lui dis « Sylvain, écoute, on a eu une entente du contrat hier soir, mais ce matin, il m'a rappelé puis il m'a dit, écoute, je peux pas autoriser le contrat s'il n'y a pas 300 millions de garantie. Puis j'ai dit, moi, la seule affaire que j'ai à faire, c'est 100 millions, parce que c'est la limite que je pense que je peux obtenir de nos banques. Puis j'ai dit, ça me prend une réponse pour 11 heures. Vers 10h30, je reçois un téléphone de Cloutier, puis il dit, écoute, t'es chanceux, je suis capable de mettre 200 millions. Là, je rappelle Ravitch, puis j'ai dit à Ravitch, je vais te rencontrer. En m'en allant, je pensais à mon affaire, j'ai dit, vas-tu y offrir 300 ou y offrir uniquement 200? D'abord, en m'en allant à son bureau, je pensais à mon affaire, j'ai dit, moi, mon sang, il n'est pas trop garanti, puis si je peux l'éliminer, tant mieux. D'abord, j'arrive dans le bureau de Ravitch, puis il dit à Ravitch, écoute, j'ai fait tout au monde pour trouver 300 millions, c'est impossible. Puis il dit, écoute, j'ai 200 millions, je peux t'offrir 200 millions. Puis il dit, c'est le maximum que je peux faire, je ne peux pas faire une scène de plus. Bien, il m'a dit, écoute, si c'est ça, on a un contrat. Ça a été un des gros succès de Laurent Baudouin. Donc, c'était une grande partie personnelle. C'est son succès personnel et c'est lui qui a arraché le Avec le contrat de New York, ça nous a donné l'assurance que notre diversification avait fonctionné. Et en parallèle, bien, la motoneige continuait toujours, mais le transport en commun, on était établi dans le transport en commun, ce qui nous a permis, en fait, quand on a eu, à la fin du contrat de transport en commun, c'est là qu'est venue l'opportunité de l'achat de Canadair. Quand on a décidé d'aller dans l'aéronautique, je dois dire que j'étais très inquiète parce que tout ce qu'on entendait dans les journaux, c'était contre, ça n'avait pas de bon sens. Cette entreprise-là était plus grosse que Bombardier. Hein. Canadair, dans le temps, ça faisait 500 millions de chiffre d'affaires. C'était un monde relativement nouveau pour le Bombardier. Quoique Bombardier voyait des dénominateurs communs, parce que c'était une entreprise manufacturière comme Bombardier. Partant de là, il y avait énormément de différences. Et les enjeux étaient énormes. Il y a toujours la crainte que non, tu vas pas réussir là-dedans. Pourquoi les autres qui ne sont pas dans l'aéronautique pensent qu'ils vont réussir à rentabiliser cette compagnie-là? Il y avait définitivement des risques, mais je veux dire, en affaires, c'est rempli de risques. Je veux dire, s'il n'y a pas de risque en affaires, il n'y a pas d'affaires.
C'est sûr que des fois, on a pris des grandes décisions à la compagnie, mais Laurent a toujours su amener ses idées. Il fallait y amener de l'entrepreneurship à l'intérieur de l'entreprise, il fallait changer un peu la mentalité des gens. Et nous autres, on était confiants qu'on pouvait le faire parce qu'on l'avait fait dans d'autres domaines auparavant et qu'on avait avec nous les gens qui pourraient nous aider à le faire. Après notre acquisition de Canadair, on a vu qu'il y avait eu une étude qui avait été faite disant qu'on pourrait allonger le Challenger pour faire un avion de transport régional. Et cette idée-là avait été mise de côté. Je me disais, il faudrait maximiser l'utilisation de cette plateforme-là, vu qu'il y a eu cet investissement-là qui était si important. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire avec? Et en voyant cette étude-là, définitivement, ça nous donnait une opportunité, excepté que c'était quand même un risque assez grand pour Bombardier, parce que les gens nous disaient qu'il n'y a pas de marché. Le programme a été lancé en 1989 et on est entré en récession. Et les commandes n'étaient pas au rendez-vous. Après qu'il a pris une décision, il attend énormément avant de changer son idée. Énormément. Et ça lui a rendu service, probablement. Ça lui a peut-être fait mal dans certaines circonstances, mais ça, on ne peut pas avoir toutes les qualités et tous les défauts. Hein. En 1993, le marché a pris son envol. Aujourd'hui, on a au-delà de 1000 livrés. Et quand on a fait le programme à ce moment-là, on pensait de faire un programme maximum de 400 avions. À partir de ce moment-là, c'est l'aéronautique qui est vraiment devenu le créateur de valeur pour Bombardier. De là, on a développé des Global Express, on a développé toutes sortes d'autres avions d'affaires. On a fait un paquet d'acquisitions. On a acheté Shorts. Learjet était en faillite. Puis de Havilland, Boeing avait perdu des centaines de millions avec de Havilland. Fait qu'on n'a pas pris là, des entreprises qui étaient tout à fait exceptionnelles et qui fonctionnaient de façon remarquable. On a pris des entreprises qui avaient des bonnes équipes, mais qui avaient des difficultés parce qu'ils avaient été négligés, puis ils ne croyaient pas un rêve ultime. Ça fait 20 ans qu'on a acquis l'aéronautique. Dans une période de 20 ans, disons qu'on est parti de 500 millions à 10 milliards canadiens. Un petit peu comme M. Bombardier, même s'il n'a jamais fait de cours d'ingénieur, il comprenait vite les problèmes qui pouvaient surgir lorsqu'on développait une nouvelle machine. Alors, il s'est impliqué beaucoup, dans tout. Pas seulement dans les décisions, mais dans la fabrication, dans le développement. Et c'est quelqu'un pour qui le sport occupe une place importante. C'est un homme qui est compétitif et je pense que ça se reflète dans sa façon de conduire ses voitures, ses motoneiges et ses affaires. Faut qu'il gagne. C'est toujours, ça fait partie de sa nature, ça, hein? Ouais. Même avec les enfants, quand ils jouent au tennis, ils disaient « laisse-les gagner ». Ah non, lui, il fallait qu'il gagne. Les enfants apprenaient à se défendre. Assis-toi jamais une table pour jouer aux cartes avec lui, c'est sûr que tu vas perdre. Avez-vous déjà joué aux cartes avec lui? Ouais. J'ai répondu à la question, n'avez-vous d'autres? Bien, disons que définitivement, dans les années 90-95, notre objectif, c'était de doubler à tous les 5 ans. Combien de temps ça prend pour, si je voulais visiter, quelqu'un voulait visiter toutes les usines de Bombardier, ça prendrait combien de temps à peu près? Pour moi, tu vas en avoir pour plus qu'un mois. Un mois? Ah oui. C'est ça, il y a combien d'usines? Bien, dans le transport, uniquement dans le transport, je pense qu'on a de 43 à 45 différentes implantations, différentes usines. Pour nous, les avions régionaux, les avions d'affaires, le marché a tombé. Disons que le marché des avions commerciaux avait commencé à tomber avant, mais avec le 11 septembre, ça a accéléré. Et en plus, nous, on avait fait l'acquisition d'Adtrans au mois de mai 2001. Cette acquisition était très dispendieuse parce que finalement, après l'acquisition, on s'est aperçu qu'il y avait bien des contrats, que les provisions n'avaient pas été prises adéquates, mais il fallait quand même les livrer. Alors, le cumul de tous ces problèmes-là, un de ces problèmes-là serait arrivé, que la compagnie aurait très bien pu en prendre soin, etc. Mais il y a eu un ensemble de choses qui sont arrivées en même temps, qui a fait que ça a créé une pression
et qu'il a fallu faire des changements importants. Donc, c'est à ce moment-là que la division produits récréatifs a été vendue, donc qui était une décision très difficile, évidemment étant l'origine de la compagnie. Je sais l'attachement émotif que nous partageons tous envers le groupe des produits récréatifs. C'est le berceau et un des fleurons de notre entreprise. Le premier porteur du nom maintenant célèbre de Joseph Armand Bombardier. La décision de nous en départir a donc été particulièrement pénible, mais elle l'est encore davantage pour l'actionnaire principal. J'avais mis ça clair au niveau du conseil d'administration qu'on ne s'objecterait pas à la vente, excepté que s'il était vendu, qu'on voulait faire partie d'un groupe d'acheteurs. Ça aurait été comme vendre son bébé, là. C'était presque impossible de penser comme ça. Ça nous aurait détruit. Finalement, on a fait partie du groupe qui l'a acquise. Mais toi, t'es pas venu souvent ici, là? Mais non, c'est le fun de voir ça. Oui, on s'en vient. Bienvenue chez vous. Ah oui, ça me fait plaisir. Oui, madame. J'essaie de me remettre en contexte quand j'étais plus jeune. Puis où c'est rendu aujourd'hui, c'est comme tellement deux mondes différents. C'est sûr qu'il y a un lien... c'est viscéral, tu sais, je veux dire, ça vient nous chercher, là, ça fait partie de nous. Puis en même temps, c'est rendu une grosse compagnie, c'est rendu public. Et toi, tu te demandes à partir de ta génération où ça s'en va, tout ça. Dernièrement, mon cousin Pierre a été nommé à la tête de la compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté de sa mère, il a hérité de notre grand-père. Et de l'autre côté, de son père, Laurent Baudouin. C'est sûr qu'il amène sa vision à lui et une nouvelle façon de faire, mais il y a quand même une continuité avec le passé. Et ça, je trouve ça intéressant.